Le dialogue national inclusif au Tchad va-t-il connaître une fin heureuse à la faveur de la récente sortie des opposants au Conseil militaire de transition? La question mérite d'être posée. Réunis en front commun dans une nouvelle organisation, déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive, le groupe de réflexion et d'action du 1er juin et la coalition Wakit Tama se sont engagés ensemble ce mardi contre la version actuelle du projet du dialogue national inclusif qu'ils estiment non représentatif de la société tchadienne. Quels sont les griefs de l'opposition dit projet? Quelle est la pertinence de ces griefs? Des possibilités de sortie de crise Tchad, opposition au projet du dialogue national inclusif. Quel plan de sortie de crise? C'est la question trame de ce plateau débat. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec moi aujourd'hui, pour en parler, Mel Guérin, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Merci. Et Mel Guérin, est-ce surprenant de remarquer déjà des griefs alors même que le dialogue ne s'est pas ouvert? Oui, le groupe d'action du 1er juin dernier et Wakit Tama ont estimé, peut-être qu'ils ont raison, je pense que le mot de désignation et la manière dont le dialogue inclusif que le président de la transition, Mohamed Kaka, a décrété, ce mode de désignation des membres qui devaient représenter les différentes institutions qui doivent aboutir à une transition inclusive ne leur plaît pas, et que cela n'est pas représentatif de toute la société tchadienne. Donc c'est à juste titre qu'ils se sont organisés dans un seul creuset avec Wakit Tama qui existait depuis et qui regroupe beaucoup de partis politiques, d'associations tchadiennes, et ils ont estimé qu'il faut donner de la voix pour revoir ce mode de désignation. Je pense que le président Déby devait vraiment aboutir à la paix, à la stabilisation, et il devait aller plus loin par rapport au Tchad, parce que le Tchad est dans une situation géopolitique très compliquée aujourd'hui avec ce qui se passe en Libye. La Libye veut forcément aussi aboutir à une stabilité. Le Niger également, qui est en train de devenir la plateforme stratégique de la France, le pignon central de la France. Vous avez vu la dernière fois lors de la rencontre avec le président Macron, il n'y a que le président Bazoum qui s'est rendu en France. Les autres, comme le président burkinabé et malien, tchadien même, ont suivi par vidéoconférence et mauritanien. Donc la France veut miser sur le Niger. Et là, le Darfour aussi est en instabilité. Le Soudan est en transition. Donc il y a eu cette situation qui oblige le Tchad à vouloir vraiment penser qu'il faut compter avec toutes les composantes de la société tchadienne pour aboutir à une stabilité, à une transition inclusive, pour que tous les enfants, tous les fils du Tchad puissent participer à cette transition. Et il n'y a que ça. C'est vrai que certains rebelles sont en train de rentrer déjà après l'appel du président de la transition, mais tous ne sont pas en train de rentrer. Donc il faut inclure tout le monde. Il faut écouter en tout cas ce regroupement-là et prendre en compte leurs doléances. Alors le groupe de réflexion et action pour l'appel du 1er juin, Lamine Cissé est une association de personnalités tchadiennes avec une aura, on va le dire, internationale, avec une coalition Wakit Tama qui regroupe et des partis politiques et des associations opposées au Conseil militaire de transition. Selon vous, qu'attendre de cette, on va dire, de cette association-là, de cette nouvelle union-là, qui entend donc s'insurger contre le Conseil militaire de transition au Tchad? Oui, mais moi je crois que toutes ces actions, je le mets dans le cadre de la positivité. Et j'ai eu des échos qu'il y a d'autres mouvements aussi qui s'organisent pour participer. Parce que ne soyez pas surpris qu'il y a d'autres revendications qui vont. Et là, je crois que ça va mieux enrichir le comité préparatoire. Le comité préparatoire doit saisir ces revendications-là et pour peaufiner mieux les termes de référence du dialogue. Parce que le consensus, c'est de ne pas seulement regrouper les personnes pour le dialogue, mais on dialogue sur quoi?
Et pour que, n'est-ce pas, les points de dialogue soient beaucoup plus enrichis du moins, il faut qu'il y ait la présence de toutes les couches composantes. Et ceux-là qui expriment leur mécontentement par rapport à cela, je crois qu'ils participent à une dynamique, à un progrès, n'est-ce pas, à permettre, n'est-ce pas, au comité d'organisation de soit mieux outillé pour aller tenir compte. Parce qu'on a parlé de ce dialogue inclusif, on a dit, on n'a pas de dialogue exclusif. Je crois qu'ils ont le droit, en tant que Tchadiens, de truquer sur ces revendications-là. Et je crois que d'autres revendications viendront, d'autres mouvements, parce que les Tchadiens sont dispersés. Il a fait la géopolitique tout à l'heure, là. C'est pertinent, parce qu'en réalité, les Tchadiens sont partout. Tu sais, ils sont ouverts sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Le Tchad est un dispositif très important. Très, très important dans la sécurité en Afrique. Et je crois que tous ceux qui sont derrière cette réconciliation, que ce soit l'Union africaine, la CEMAC, l'ONU, l'AFRA, etc., je crois qu'ils sont conscients de cela, qu'il faut franchement aider à ce dialogue inclusif, qui ne soit pas seulement de nom, mais qui soit de fait, que ce soit un dialogue vraiment inclusif. Je crois que c'est un bon départ. Quand je vois ces mouvements-là, je dis c'est bien, parce que non, nous sommes là, nous aussi on veut participer. Mais c'est-à-dire que nous voulons que ça réussisse. C'est comme ça que je vois ça. Alors, Emel Guéré, est-on en train de reprocher au président Mahamat Déby d'avoir une gestion, on va le dire, cavalière? Est-ce que c'est ce que ce regroupement-là dénonce? On dit la désignation des membres, ce n'est pas assez représentatif de la société. Est-ce à dire que le président de la République, le président du Conseil militaire de transition, il va selon son propre agenda, il ne tient pas assez compte de la voix des autres Tchadiens? Oui, du moins, c'est ce que cette organisation ce regroupement est en train de lui reprocher. Parce que si c'était vraiment inclusif, ce rééquilibrage, ce mouvement ne serait pas mis en place. Et Idriss Déby, moi, je pense qu'il va tenir compte des revendications à ce sujet, parce que au sein de sa propre, vous savez, au sein même de l'armée, il y a des remous, il y a des mécontentements. Donc ça veut dire qu'au niveau de la gestion actuelle de la transition, au niveau des militaires, la satisfaction n'est pas totale. Donc il est obligé de tenir compte de ce que veut la société civile. Ensuite, dans sa propre famille, il y a encore des remous, des mécontents dans la famille Idriss Déby. Vous voyez. Donc avec tout ça, et par rapport à la situation géopolitique actuelle du Tchad, il est obligé de tenir compte de la société civile, parce que, et vous savez, cette société civile tchadienne, avec le temps, ces dernières années, a beaucoup évolué, est beaucoup plus tenace, veut aller plus loin dans les démarches démocratiques. Donc il a intérêt à tenir compte de ça pour sortir le Tchad de nombreuses guerres qui ont miné le Tchad tout le temps pendant les 30 dernières années, parce que le Tchad, vous voyez, en Libye, là, vous avez eu les derniers déplacements de Idriss Déby et le Kaka, c'est-à-dire qu'il a peur des combattants qui vont replier au Tchad. Alors ces gens-là, quand ça va se faire, parce que la Libye n'en veut plus du tout, la Libye veut une stabilité. Et je ne vois pas le Soudan les garder étant en transition. Je ne vois pas le Niger non plus du tout pas accepter cela, parce que c'est encore un régime fragile avec cette élection baroque qu'ils ont organisée dernièrement. Et n'en parlons pas du Mali. Donc par rapport à ça, je pense que Idriss Déby Kaka est obligé de tenir compte de ces revendications, et parce que il est venu au pouvoir parce que c'est son père qui avait le pouvoir. Ça veut dire que c'est déjà une gestion clanique. Donc il faut qu'il sorte de ça pour inclure tous les Tchadiens à cela. Et il est en train d'essayer de le faire avec l'implication de l'ancien président Koukounis Ouédéi, qu'il a envoyé en mission pour discuter avec les anciens rebelles de Tibesti et tout ça, pour influencer avec tout son poids d'habitants de cette région-là. Donc je pense fortement, à mon avis, que dans les jours à venir, il va tenir compte de ça. Koukounis Ouédéi, justement, parlons-en, associé donc à un autre... on va le dire, un autre groupe qu'il chapeaute pour discuter avec des groupes rebelles par rapport à la situation, réunifier tout le monde. C'est une bonne initiative, Mais lui aussi, lui-même, il a une expérience de rebelle. Donc, je crois qu'on n'apprend pas à un singe comment on fait les grimaces.
Je crois que c'est un bon choix. Hein? Mais ce qu'on veut amputer au président tchadien d'un intérimaire, je voudrais qu'on ampute ça à Goukouni. Goukouni a la lourde responsabilité d'aider à corriger et à diriger. Parce qu'il est nommé à la tête du comité de dialogue. Donc c'est à lui. Parce qu'il connaît, il a fait l'exil, il connaît tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est lui qui doit, d'une façon fondamentale, le jeune, il est jeune, hein? Il n'a pas l'expérience. Celui qui est au pouvoir là. Donc Goukouni, si ça capote, moi c'est Goukouni, je prendrai la responsabilité. Soit il engage sa personnalité et il essaie d'imposer le dialogue inclusif, d'autant plus qu'il a une autorité à partir du moment où il a été nommé par décret. Donc il a une autorité. Il peut imposer le dialogue inclusif ou démissionner s'il voit que si l'inclusivité n'est pas de mise, ça va capoter. Mais il ne doit pas amener les gens à s'asseoir et laisser d'autres en rade. Il ne doit pas jouer. C'est-à-dire qu'il doit éviter de faire la politique politicienne. Et je crois que c'est par la confiance du jeune président qui a compris que ce monsieur-là, de tout le temps, il s'est battu pour le Tchad, il a été rebelle, il a été exclu, etc. Et qu'aujourd'hui, lui, de son expérience, son expertise et sa connaissance, n'est-ce pas, des mouvements rebelles, des mouvements politico-militaires à l'extérieur du pays, il peut amener tout le monde, n'est-ce pas, dans ce processus de réconciliation et de paix. Voilà. Le choix de Goukouni Ouédé, un choix judicieux selon vous? Absolument, c'est très intéressant parce que Goukouni Ouédé avait toujours été proche ces derniers temps du ethno-père. Ouais, je crois même sa fille avait été nommée ministre. La fille de Goukouni avait été nommée ministre dans le gouvernement de nos pères. Et il connaît très bien le Tchad, il connaît la rébellion, il connaît. Ce n'est pas pour rien qu'avant même qu'il soit nommé à la tête de ce comité de préparatoire, il avait été dépêché pour négocier avec les rebelles de Tibesti, de région de laquelle il est issu. Donc, et puis il a aussi, on peut le dire, hein, une aura internationale pour négocier avec la diplomatie. Et ce que moi j'attends du début de l'eau, après sa déclaration, ça n'a pas été formel de dire, il n'a pas invité formellement les rebelles à rentrer. Donc certains rebelles rentrent, il y a un bon nombre qui sont rentrés, mais il y a aussi également une partie qui est restée, qui attend de rentrer, qui hésite. Que dit-on de Yaya Dillo? Il faut qu'on en parle aussi, vous voyez. Donc, tu parles de Mahmat, c'est pas Idriss. Souvent tu dis alors, il s'appelle Mahamat Idriss Déby Itno. Non, voilà. Il faut faire la différence. Il faut dire Mahamat. Mahamat Kaka. On pense au père, effectivement. Ça c'est vrai. Oui. Mahamat Kaka. Et donc vous voyez la mort récente de Hissène Habré, quand le pouvoir étranger a manqué l'occasion de réunir tous les Tchadiens. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Moi, je pense qu'on pourrait. Il est mort. Et vous savez le poids que les morts pour l'Afrique. On aurait pu rapatrier sa dépouille et lui offrir une sépulture. Absolument, parce que c'est un... Écoutez, quel est ce président tchadien qui aujourd'hui va nous dire qu'il n'a pas fait des actions? Je vais même aller plus loin pour dire nos présidents africains, on va en parler. Donc, tous, vous comprenez, Idriss Déby a fait 30 ans au pouvoir, il en a fait beaucoup, mais on n'en parle pas du tout. C'est le saint des saints. Et quand vous voyez la gestion même de Hissène Habré, c'est pas une gestion clanique. Sa famille lui mettait dans l'austérité. Mais on n'en empêche que avec les prisons souterraines et tout ce qu'il a fait comme les actions de droits de l'homme, c'est grave. Et ce n'est pas pour rien. Habré n'est pas n'importe qui l'avait protégé. Il en savait quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut protéger quelqu'un qui a fait les droits de l'homme. Je ne dis pas ça. Mais il en sait quelque chose que la France avait alimenté cela, l'avait protégé, et après il a été abandonné. Et c'est comme ça que ça se passe dans la gestion de nos États. Et donc, je pense qu'ils ont raté une occasion de réunir tous les Tchadiens autour de ce qui est en train de se passer, comme ce dialogue inclusif, ce processus de transition qui va aboutir à des élections crédibles, transparentes pour la première fois au Tchad.
Rapidement, puisque la brèche est ouverte, on va s'y engouffrer. Lamine Cissé, le décès d'Hissène Habré, est-ce que c'était quelque chose qu'on aurait pu exploiter vu du Tchad actuellement, puisque visiblement, il est enterré au Sénégal, pays qui l'a accueilli. Mais c'est déjà exploité, d'autant plus que les deux antagonistes et ennemis farouches sont morts en même temps. On dirait que Dieu a voulu libérer le Tchad pour que les deux partent en même temps et puis laisser. C'est ce qui a donné cette dynamique de réconciliation. Parce que, enfin, vous savez, nos pays tiennent aux chefs d'État. C'est les chefs d'État, anciens chefs d'État, c'est eux qui tiennent les ficelles souvent. Les populations ne suivent que des hommes. Ils ne suivent pas les idéologies, ne suivent pas la vision, les principes, mais c'est des hommes qui le suivent. Donc les deux hommes, les deux piliers fondamentaux de la paix qui peuvent amener la paix et la réconciliation sont partis. Je crois que ce qui reste vraiment, il faut taire les animosités. Et maintenant, le fait de vouloir dire qu'il faut... Parce que Idriss Déby, Hissène Habré, il est sénégalais, hein? Et il a la nationalité sénégalaise. Hein? Deuxièmement, sa femme a dit que c'était sa volonté de l'enterrer au Sénégal. Parce qu'il a eu de la famille avec des Sénégalaises. Sa femme tchadienne, a fait une conférence bien avant pour décrire ce qui se passe, mais il a dit que c'est sa dernière volonté, il faut être enterré au Sénégal. Maintenant, je crois que quand l'apaisement viendra, la famille peut toujours reconsidérer sa position parce que Hissène Habré, c'est un patrimoine tchadien. Il fait partie du monument historique tchadien. Donc, tôt ou tard, il finira par rejoindre ses ancêtres, n'est-ce pas, au Tchad, pour que, quand on parle des anciens présidents, on dit, voilà, là où il est sur la terre tchadienne. Parce qu'il est forcé d'aller. Hein. Personne ne veut mourir ailleurs que dans son pays natal. Je crois que les conditions seront réunies plus tard. Mais, tu sais, les cadavres musulmans, on n'attend pas. On enterre dans les 24 heures, il faut remettre ça à Dieu parce que ça n'appartient à personne. Je crois que c'est ce qu'on a respecté. Dès que la personne meurt, quand on regarde l'heure, si c'est tard, c'est le lendemain. Matin très tôt, on l'enterre. Parce qu'on ne traîne pas le cadavre dans la religion musulmane. C'est l'âme qui est importante. L'âme est en ascension, mais le corps, il faut donner ça à la terre, quoi. Voilà. Alors, le chef de la guerre, Mahamat Idriss Déby Itno, rejette l'idée d'un retour au pays des mercenaires tchadiens qui sont en train de combattre aux côtés des troupes rivales au maréchal Khalifa Haftar en Libye. Selon vous, cette position-là n'est-elle pas déjà une position qui est, je dirais, en opposition à la volonté du dialogue national inclusif? Écoutez, j'ai essayé de me mettre à sa place. Je dis, quelque part, il a raison. C'est comme on les appelle des mercenaires qui sont allés combattre, vous comprenez, et qui ici reviennent, un mercenaire, même mercenaires, avec quoi on pourrait est-ce qu'il faut il n'a pas une politique de réinsertion, de réintégration pour ces mercenaires-là. Il n'y a pas de politique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça demeure une bombe à retardement à tout moment. Ces gens peuvent prendre les armes parce que les armes circulent dans cette région-là assez très facilement. C'est une région c'est une poudrière totale, une Amérique à ciel ouvert. Et donc, il a vraiment peur. C'est ça qui fait qu'il court partout, en Libye, au Soudan, pour aller demander, écoutez, il faut faire quelque chose. Et il demande qu'on réactive. Il y avait un accord en 2018, là. Tout à fait. On réactive cet accord parce qu'il veut quand même, ça veut dire, ce garçon a des ambitions pour le futur. Moi, je pense qu'il pourrait laisser cette question à la transition, c'est-à-dire à la conférence certainement nationale qui aura lieu bientôt pour trancher cette question-là et ne pas en faire une priorité pour sa transition parce que là, c'est compliqué. Et cela, la Libye n'en veut plus du tout. Absolument. La Libye est en train d'aller vers la stabilité. Vous verrez, dans les mois ou les années à venir, le fils de Kadhafi va gagner les élections, certainement, et va prendre pour la stabilité du pays. Le Soudan aussi est en transition. Le Soudan n'en veut pas du tout. Et le Darfour, n'en parlons pas du tout. Le Darfour est en instabilité totale, où on a destitué l'autre, on veut encore que l'autre démissionne,
et tout ça là. Alors qu'il va prendre pas certainement le Mali, pas le Niger, du tout pas. Bazoum est assis sur un fauteuil brequeballant, et donc c'est compliqué cette région-là, et le Nigeria, pas du tout, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire? Il n'a pas le choix. Il faut donc qu'il élabore une politique de réinsertion pour ces gens-là. S'il faut les réintégrer dans l'armée, il faut qu'il le fasse pour les cadrer, parce qu'il vaut mieux avoir son ennemi avec soi pour mieux l'éteindre que de l'avoir hors de lui. Donc c'est une équation très difficile pour ce régime de transition, et moi je serai à l'heure, parce que il faut les ramener pour mieux les contrôler, simplement. Le chef de la junte s'est positionné contre un retour donc de ces mercenaires tchadiens-là. On parle quand même de plusieurs milliers d'éléments qui pilulent en Libye. Il y en a même qui seraient, pourquoi pas, aux côtés du maréchal Haftar. On en parle de l'autre côté aussi, dans les forces rivales. Il y a beaucoup de mercenaires tchadiens qui sont dans la zone. On en trouve même jusqu'en Centrafrique. C'est ça. Ça veut dire que la Libye, c'est le comment dire, c'est le terreau, c'est l'endroit propice même de toutes les nationalités, puisque en son temps le président Kadhafi se réclamait panafricain, oui, et accueillait toutes sortes de nationalités dans son pays. Il avait une armée panafricaine. Il avait une armée panafricaine où il y a toutes les nationalités, d'égale dignité d'ailleurs. Donc il a formé beaucoup de d'Africains en Libye, au maniement des armes, etc. Donc, tu sais, tous ces pays-là également, chacun abrite les rebelles de l'autre. Pourquoi quelquefois ils sont obligés de se rencontrer pour... en son temps, le président Idriss Déby a eu à discuter avec Al-Bashir, comment dire, le président soudanais là. Oui, l'ancien président Omar El-Béchir. Il a eu à discuter avec lui pour faire des échanges parce qu'il y avait des rebelles soudanais chez lui, et lui aussi il avait les rebelles tchadiens. Donc, je comprends aisément le déploiement personnel de Ahmad Déby, d'autant plus que il y a des rebelles qui ne veulent pas que ce dialogue réussisse. Et il y a des rebelles qui sont même très désinformés par rapport au contenu et la vision de ce jeune-là, qui disent non, il va se maintenir au pouvoir, etc. Donc il doit aller se déplacer. Il fait preuve d'humilité, aller vers ces gens-là, de montrer sa toute bonne volonté, n'est-ce pas, d'amener le Tchad vers la réconciliation. D'autant plus que il est dans une dynamique de rectification, de correction. Il rectifie qui? Les erreurs, les fautes du papa. Donc lui, il a un rôle fondamental à jouer. Il doit tout faire pour que le Tchad, qui est un œuf, ne se casse pas dans sa main. Parce que le Tchad, c'est un dispositif très fort mais sensible à la fois. Alors donc, moi, je comprends un peu. Et je salue d'ailleurs qu'il se déploie lui-même pour aller parler aux gens vis-à-vis, pour leur dire voilà ce que nous voulons. Ça peut peut-être permettre aux gens qui ont des velléités pour attaquer. Parce qu'en fait, le fait qu'ils ont retiré les 600 là, c'est pas anodin. Hein. Les 600 militaires... c'est pour sécuriser d'abord le Tchad. Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Si c'est militaire, il ne faut pas dévoiler ça, mais il y a autre chose. Je crois que les Tchadiens n'ont pas de choix. Le choix, c'est d'aller vers cette réconciliation, parce que les armes ne régleront aucun problème. Et je crois qu'il y a d'autres forces qui ont compris ça, qui veulent se constituer. Parce que les forces aussi, le problème, c'est de ne pas aller et laisser les autres en rade. Parce que les forces, souvent, c'est des forces coalisées, hein, mais ils veulent que cette coalition-là soit dynamique et qu'ils aillent ensemble vers ce dialogue-là, pour qu'il n'y ait pas encore de rébellion qui se fomentent parce qu'ils sont mécontents. Donc cette dynamique-là, il faut encourager le président dans ce sens-là. Alors, dans les pays de la région, tout le monde aspire à la paix, mais on parle quand même de 20 000 mercenaires dans la région. Selon les chiffres divulgués par l'ONU, on parle des mercenaires type Wagner russes, on parle de Tchadiens, on parle de Soudanais, on parle d'autres nationalités aussi. Que fait-on de ces 20 000 hommes lourdement armés qui sont actuellement déployés dans la région, dans différents pays, dans différentes zones, quand on sait que quand il y a paix, il n'y a pas guerre?
Quand il n'y a pas guerre, il n'y a pas mercenaires. Mais avec des mercenaires armés, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ce qui est très compliqué dans la région. Et là, c'est pourquoi le pouvoir, le régime de transition tchadien a intérêt à ouvrir la transition. Parce qu'au sein même, je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains groupes militaires tchadiens qui sont exclus de la transition. Ce n'est pas bien. Les civils ne sont pas rassurés, donc il faut rassurer les civils. Et ces rebelles-là, il faut forcément une entente de la région régionale pour voir comment les gérer. Parce que tous ces pays aujourd'hui qui sont concernés aspirent à la paix, à la stabilité. Alors voilà, ces rebelles sont déjà là. Que faut-il en faire? C'est très compliqué. Il faut donc s'entendre pour une politique de recadrage, de réinsertion. Discuter avec eux, forcément le dialogue, parce qu'il n'y a pas que des solutions militaires. Aller à des solutions militaires ne marchera pas, même si, tel que l'accord de 2018 le dit, même si le Niger déployait ses troupes au niveau de sa frontière, c'est-à-dire le déploiement conjoint dans toutes les frontières, les mercenaires, les vémis sont à l'intérieur. Et c'est très difficile, c'est très dangereux, alors que nous n'avions pas affaire à des régimes véritablement démocratiques. Il y a beaucoup de frustrations. On a vu ce qui s'est passé au Niger lors des dernières élections. Les frustrations sont encore payantes là. Des gens sont encore en prison. Ouais. Au Mali, on n'a pas fini. Le Darfour, le Soudan. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer parce que au niveau de la Libye, il y a beaucoup de groupes d'intérêt qui sont présents. Alors on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est là justement que le problème se pose, parce que la majorité des rebelles qui viennent perturber le Tchad viennent du nord du Tchad, donc de la Libye. Alors par rapport à ça, il faut donc une politique de dialoguer avec les mercenaires. Les mercenaires viennent de quelque part. Donc il faut revoir ça et que chacun retourne dans sa région. Parce qu'ils ne sont pas que des Tchadiens, il faut souligner ça. Ces mercenaires ne sont pas que des Tchadiens, mais comme la Libye n'en veut plus, et que souvent c'est eux qui viennent perturber, déstabiliser le Tchad, et bon, on veut les envoyer au Tchad. Ça pose, ils sont Tchadiens, ils sont Libyens, ils sont Soudanais, voilà, donc il faut les renvoyer chez eux, absolument. Sinon ce pays sera instable pour les jours à venir. Et ça, comme le dit tout à l'heure mon ami Lamine, ça va influencer la sécurité qui est déjà délétère au niveau de l'Afrique de l'Ouest chez nous ici. Donc je pense que ce régime doit aller au dialogue forcément. Lamine Cissé, on parle de Russes, de Tchadiens, de Soudanais, de Syriens. Qu'est-ce qu'on en fait si personne n'en veut? Non, vous savez, tu vois, tous les pays que tu viens de citer comme ça, là, tu sais, quand un militaire déserte par les causes politiciennes, il devient rebelle, il devient mercenaire forcément. Nous avons vu des cas qui sont devenus des présidents de la République. On parle du cas de Kabila, père, Laurent Désiré Kabila, président Laurent Désiré, paix à son âme, qui, quand on a tué Patrice Lumumba, il s'est rebellé, il était dans l'armée, il a fui. Donc il a mené des guerres, au Ouganda, partout, en tant que mercenaire. Et quand il est prêt à rentrer, les autres pays lui ont prêté main force avec les moyens pour qu'il fasse partir Mobutu. Même Kagame aussi. Alors, donc, parce qu'il y a des moments, bon, nous ne sommes pas dans le contexte actuellement. C'est tout ça là, c'est-à-dire que ce sont ces éléments-là, cuisinés depuis l'indépendance, etc., qui fait que les armes circulent à foison. Les mercenaires sont dans toutes les nationalités. Vous savez, dans toutes les nationalités. Il y a des gens qui ne veulent même pas venir au Tchad. Ils veulent continuer à être mercenaires parce que ce qu'ils y gagnent. C'est un business. Mais c'est des affaires. Allez, les mercenaires, on parle du Tchad là, au Libye là. Mais les mercenaires qui sont en RDC sont beaucoup plus importants. Ils sont très bien payés parce qu'ils sont en train d'exploiter inopinément les richesses congolais au détriment des Congolais, et parce qu'il y a des mercenaires qui les protègent, qui créent des troubles, qui tuent les civils, etc. C'est ça, le mercenariat, quelquefois, peut être un mercenariat politique pour libérer un pays, pour que la population aille de l'avant, mais il y a un mercenariat qui tue, n'est-ce pas, le développement de nos sous-régions, et qui vont à l'encontre des populations qui s'enrichissent vachement. Donc il y a ces deux cas de mercenaires. C'est pourquoi on ne peut pas les mettre dans
dans les mêmes assiettes. Il y a des gens qui sont contraints d'aller au mercenariat, mais ils font un mercenariat dans des actions salutaires. Mais il y a des gens qui sont dans du mercenariat banditisme. Ça, c'est ce qui est dangereux. Donc, pour distinguer qui est dans le banditisme et qui est dans le patriotisme, mercenariat, patriotisme, c'est tout à fait différent. Alors, il y a d'autres qui sont venus se rendre pour dire, nous, on dépose les armes, maintenant là. Parce qu'ils voient que le papa est parti, l'autre qui est au Sénégal est parti, donc, battons-nous maintenant pour nous réconcilier. Parce qu'actuellement, le seul combat qui va, c'est de regrouper les forces pour le Tchad. C'est extrêmement important. Et je pense que les chefs d'État de la sous-région, quand même, connaissant la position du Tchad, ils vont se battre. Comme dans ton débat tout à l'heure, là, tu fais allusion au Niger, oui. Le Niger, je crois que le président Bazoum, il a des ramifications même au Tchad, d'après certaines informations que j'ai eues. Alors, mais lui, le Niger a besoin de la stabilité au Tchad, plus que d'autres, parce que si ça ne se fait pas, le Mali sera de plein fouet également. Donc, franchement, je crois que ce problème de mercenariat-là, il faut que cela soit traité avec beaucoup de délicatesse. D'autant plus que la Libye, aujourd'hui, une Libye nouvelle qui va s'inscrire aujourd'hui, peut-être n'aurait pas besoin d'avoir sur son sol tous ces nationalités qui sont formées, n'est-ce pas, à aller faire ceci ou cela dans d'autres pays. Parce que je pense que la Libye qui est en train de bondir, ce serait une Libye qui ne pourra pas accepter cela. C'est-à-dire que la manière de gouverner va être peut-être très différente du président Kadhafi, qui est un panafricain, qui est prêt à engager son pays, sa fortune pour le pays, et qui forme des mercenaires de toutes les nationalités pour les utiliser. C'est lui qui sait à quelle fin. Je crois qu'il faut, si on met fin à cela, je crois que nous pouvons peut-être avoir la stabilité. Mais un mercenaire qui vient aussi dans le pays, qui apporte, comme tu l'as dit là, qui porte le boubou de civil, je ne sais pas si les habitudes de mercenariat, il va laisser ça à la frontière pour venir. Mais de toute façon, je crois que si dans un pays, on peut intégrer dans l'armée nationale ces mercenaires, parce que c'est ce que beaucoup de gens font, ils ont une expérience, une expertise, ils connaissent beaucoup de choses. Quand on peut pas intégrer tout, mais on peut intégrer au moins la moitié de ces gens-là qui ont acquis des expériences ailleurs, pour mieux aguerrir l'armée et pour vraiment aller vers la paix et la réconciliation. Mamad Kaka n'est pas de votre avis. Il dit recruter, former, encadrer, armer et financer par des puissances étrangères, les mercenaires tchadiens et soudanais présents en Libye ne doivent pas être autorisés à quitter la Libye à cause de la grave source de menace qu'ils constituent pour la stabilité et la sécurité aussi bien au Tchad que pour le Soudan. Ces propos sont clairs. Oui, d'accord, mais ce qu'il oublie, il y en a des Tchadiens dedans qui sont allés combattre en tant que mercenaires en Libye. Maintenant, la guerre est en train de terminer en Libye. Il faut faire quoi? La Libye va les garder pour en faire quoi? Le même problème qu'ils craignent au Tchad, la Libye aussi craint le même problème. Oh oui. C'est évident. Donc, qu'est-ce qu'il va, pourquoi la Libye va les garder? Encore que ce sont des Tchadiens qui sont allés combattre en tant que mercenaires en Libye. Lorsque la guerre finit, on les renvoie. Il veut qu'on en fait quoi? Il veut qu'on crée une prison pour cela. Ce n'est pas possible, c'est pas réaliste en fait, ce qu'il est en train de dire. Et là, il manque beaucoup d'expérience. Et parce que quand il court, aller voir les chancelleries libyennes et soudanaises, c'est pour obtenir quoi? Pour demander à la Libye de les garder. Qu'est-ce que la Libye va en faire? La Libye a besoin de paix. Après tant d'années, plus de 10 ans de déstabilité, de guerre et fratricide, la Libye a besoin de paix, absolument. Et que si, pendant tout son temps, Idi Debitno n'a pas pu contenir cela, ce n'est pas cette Libye qui est en train de vouloir se construire qui va pouvoir contenir plus de 20 000 mercenaires. Donc c'est un véritable problème. Moi, je pense fondamentalement que Kaka devrait d'abord, comme je l'ai dit, il faut d'abord mettre en confiance les civils. Il faut que le dialogue national soit vraiment inclusif. Et là, ensemble, ils vont décider qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux-là. Puis s'ils demeurent des Tchadiens, il suffit de dire, bon, ok, ceux qui sont exprimés des Tchadiens, nous les acceptons et nous allons nous conformer. Parce que, puisqu'il a dit, certains rebelles sont en train de rentrer, des véritables rebelles qui n'ont pas pris part forcément à la guerre en Libye. Ils sont en train de rentrer, donc ils peuvent
avoir une politique de réinsertion pour tout cet ensemble-là. Parce que s'il ne le fait pas, ces gens-là, même s'ils sont restés en Libye, ils constituent des menaces permanentes pour le Tchad, qui à tout moment peuvent s'armer parce que, je l'ai dit, vous voyez comment les armes circulent aussi facilement dans ces régions-là, que ce soit au niveau du Sahel que de l'Afrique de l'Ouest, les armes circulent. Et on se demande aujourd'hui qui finance réellement les djihadistes, qui finance les groupes armés. Donc ce problème se pose, les armes ne posent pas de problème. Et quand c'est des mercenaires, qui sont un mercenaire à la différence d'un soldat ou d'un guerrier, c'est quoi? C'est-à-dire c'est des gens qui sont prêts à mourir pour de l'argent. Ça veut dire quoi? Il faut régler la question de l'emploi, la question de leur donner de quoi manger, de les occuper. Et je suis d'accord que s'il peut y avoir une politique de les introduire au niveau des armées de ces régions, c'est-à-dire les Libyens restent en Libye, les Tchadiens rentrent chez eux, les Nigériens rentrent au Niger, les Maliens rentre au Mali, ainsi de suite. Et puis, le partage sera équitable pour que la paix revienne dans cette... Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les exterminer? On ne peut pas le faire. Ce serait vraiment un carnage historique dans la région. 20 000 hommes, vous voyez, c'est énorme. Je le comprends, c'est la peur de l'instabilité, mais ce faisant, en tant qu'un régime de transition, il ne peut pas trancher cette question-là, qu'il laisse ça au Conseil, enfin, ce qu'il fait au fil de Parlement de transition, ou bien qu'il aille vite dans la transition pour laisser place à un régime définitif. Légal, légitime. Légal, voilà, c'est tout. Et puis, c'est au Parlement de trancher cette question-là, au lieu d'en faire son problème aujourd'hui, parce qu'il n'a pas réussi à la transition de laquelle il a la charge aujourd'hui. Des groupes armés à l'intérieur crient, ne sont pas satisfaits. Au sein de la famille Idriss Déby, il y a problème encore. Au sein de la société civile, il y a problème. Des formations politiques, il y a problème. Donc, il n'a qu'à régler, c'est des questions pertinentes, fondamentales qu'il faut résoudre d'abord avant d'aller parler des mercenaires là. C'est ça. Oui, alors, moi je crois que c'était une erreur. C'est une erreur fondamentale. Hein. Il a fait comme une erreur en faisant ces déclarations pareilles. Hein. Parce que lui, il doit penser que ces gens-là, c'est par contrainte qu'ils ont quitté la Libye. Hein. Et dans ces contraintes-là, lui, son papa n'est pas étranger à cette contrainte-là. Son papa même a été un rebelle qui a pris les armes et qui est venu au pouvoir. Par la Libye. Donc, vraiment, quand tu appelles l'histoire, tu dois faire des jugements justes, des jugements honnêtes. Cette déclaration n'est pas bonne. Il y a beaucoup de mouvements politico-militaires, hein, parce que ils ont fait la politique théorique, ils ne peuvent pas. Ils cherchent maintenant des gens pour créer une armée. Éventuellement pour se regrouper, faire renverser le régime. C'est ce qui a toujours prévalu au Tchad. Mais ceux-là, ils étaient contraints de le faire. Mais c'est là quand ils manifestent la bonne volonté de dire on ne veut plus utiliser les armes. Nous, on veut vraiment aller dans le sens de la réconciliation. Tout ce que nous faisons, que ce soit politique, que ce soit démocratique, que le peuple tchadien, on laisse les armes de côté et qu'on gouverne par le peuple et pour le peuple. Mais ces gens-là, on ne doit jamais les dire qu'ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont qu'à revenir. Tout le monde doit rentrer. Maintenant, parmi eux, ceux qui veulent intégrer l'armée, mais c'est à vous de voir s'ils peuvent intégrer l'armée, mais que l'espace tchadien soit l'espace pour tous les Tchadiens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est avec cela, n'est-ce pas, que nous pouvons, n'est-ce pas, dire que nous allons vers la réconciliation. Mais oui, l'armée nationale tchadienne, là, l'armée elle-même, là, elle a été entretenue et soutenue par quoi? Par la France, non? Est-ce qu'on peut dire aussi que l'armée nationale tchadienne là est suspect? Parce que c'est la France qui l'a engraissé, qui l'a entretenu. Non, ces théories-là ne tiennent pas debout. C'est pas bien. Alors, parmi les rebelles qui sont à l'extérieur, vraiment, il y a ceux qui ne veulent pas prendre les armes, mais ils étaient contraints de le faire. Donc, il faut appeler l'histoire pour que ces mêmes problèmes ne se posent plus au Tchad. C'est ça son rôle fondamental. Pour moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Alors, Mamat Idriss Déby était donc effectivement en visite dans certains pays de la région, notamment à Khartoum. Que recherche-t-il, outre la gestion de ce cas en Libye, où il y a beaucoup de mercenaires? Est-ce que, selon vous, le président du Conseil militaire de transition a d'autres objectifs dans ces déplacements-là? A-t-il besoin de soutien? Bon, mais lui-même, il a dit clairement que peut-être
qui pourrait s'inspirer du cas saoudien, la transition saoudienne, comment ça se passe, qui peut s'inspirer. C'est vrai que c'est pas encore allé à terme. Mais pour le moment, il y a quand même cette instabilité. Donc, il est allé s'imprégner comment il est en train de gérer pour que ça se passe plus ou moins bien là-bas. Et c'est pourquoi il est aussi allé au Mali pour aller voir comment Koïta est en train de gérer et pour s'inspirer de ces expériences-là. C'est ce qu'il est en train de rechercher. Il doit savoir que sa doléance ou cette quête de vouloir contenir, de vouloir ne pas accepter les mercenaires est perdue d'avance parce que personne ne veut garder des mercenaires chez lui, surtout des mercenaires étrangers, personne ne veut garder. Donc, et comme il y a en majorité, ils sont des Tchadiens, alors là, ils vont souffrir parce que ce sont des Tchadiens et ils veulent rentrer, qu'ils rentrent chez eux. C'est ça le rôle d'un dirigeant. Un dirigeant n'est pas là juste pour jouir des bienfaits du pouvoir, vous comprenez. Donc, le dirigeant est là pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui gangrènent la société. Donc, c'est le rôle d'un dirigeant, en fait. Et s'il ne peut pas, qu'il laisse, il aurait vu de la transition, il laisse le pouvoir à un pouvoir légal, démocratiquement élu pour gérer cette question-là. Bon, maintenant, est-ce que la question de savoir est-ce que le modèle de la transition du Soudan est un modèle à copier? Peut-être, bon, puisque pour le moment, on a une certaine stabilité. Et le Mali, c'est pas évident aussi parce que là, on l'a dit, la transition va forcément être prolongée. Je l'avais dit ici, c'est évident. Alors il est en train de voir est-ce que le délai que lui-même il est en train de s'accorder pour réussir sa transition va pouvoir suffire. Je ne pense pas du tout parce que les réalités sont là, il faut du temps. Parce que s'il ne satisfait pas aux revendications de ce regroupement qui vient de se mettre en place là, ça veut dire qu'il y a problème. Est-ce qu'il va continuer à massacrer la population? Parce que, comme il a dit, c'est vrai, l'ami a dit tout à l'heure, il y a d'autres mouvements qui vont se soulever, forcément. Et il y aura des marches en cours, ils sont en train de se préparer fortement pour dire qu'il faut que nous puissions prendre part à ce dialogue inclusif là, forcément. Sinon, il faut que ce soit inclusif. Parce que si c'était déjà inclusif, il serait pris en compte. Donc, ce mot de désignation, et il est baroque, ça n'a pas de sens. Il faut revoir. Moi, je pense qu'il doit se centrer sur la solution à l'interne. Il y a de gros problèmes, de grosses insuffisances à l'intérieur du Tchad. Il faut qu'il règle ça avant de pouvoir faire ces voyages-là. Alors, Lamine Cissé, des déplacements stratégiques pour Mahamat Kaka, des ambitions, pourquoi pas? Il y a des pays, l'Arabie Saoudite par exemple, le Qatar, mais c'est des bras financiers de beaucoup de mouvements. C'est ça. L'Arabie Saoudite est fortement impliquée dans tout ce qui s'est passé au Soudan. Parce que l'Arabie Saoudite, tu sais, c'est pas un pays qui... Les gens croient que c'est un pays religieux, mais c'est pas un pays stable. La manière dont l'Arabie Saoudite fonctionne, sur le plan de... il y a des velléités. Tu vois, pourquoi l'Arabie Saoudite est allée au Yémen pour pouvoir installer le roi? Parce que le mouvement est venu de l'Iran. L'Iran qui contrôle sur le plan géopolitique, l'Iran est partout dans le Moyen-Orient. Jusqu'en Afghanistan, en Irak, etc. Donc il faut contrer l'Iran parce que quand l'Iran domine le Yémen qui fait frontière, l'Arabie Saoudite est infiltrée. Il ne faut pas être... Donc l'Arabie Saoudite aussi cherche ses alliés dans ces pays-là. Une politique expansionniste. Oui. Alors, donc, je comprends qu'il aille là-bas. Doha, tu vois, toutes les signatures les plus obscures, là, c'est à Doha, on fait. Les extrémismes, tout ça, là. C'est ça qui finance. Ils sont en bas et ils souffrent sur le feu et ils viennent en pompier en même temps. C'est eux qui font le double jeu. Donc, je crois que le président, il a compris. Il ne peut pas prendre l'exemple du Soudan... là-bas, le Soudan, c'est le peuple soudanais qui s'est révolté pour faire renverser c'est pas un coup d'État, c'est le peuple soudanais. Et au Mali aussi, c'est le peuple malien qui s'est soulevé. Ils sont dans une transition. Ils n'ont pas les mêmes contextes. Le Tchad est un contexte particulier en Afrique. Donc je crois que lui, le papa est mort, naturellement. Parce qu'il a été au front, on l'a tué. Il a fait son temps, 30 ans.
Maintenant, il a un rôle central de rectifier et de ramener tous les Tchadiens ensemble pour que les fautes commises soient définitivement enterrées et qu'on ait un nouveau Tchad qui avance vers le développement et qui, ensemble, n'est-ce pas, entraîne tous les autres pays avec lui. Maintenant, le travail est très difficile, hein, comme tu l'as décrit ici, là, la géopolitique que tu as fait ici. C'est ça, c'est cette géopolitique-là qui pèse lourd sur le Tchad. Donc le Tchad, je crois que tout le monde entier, Nations Unies, ils doivent utiliser tous les armadas possibles, s'ils sont dans la sincérité, pour aider, n'est-ce pas, les autorités nouveaux Tchadiens là. En l'occurrence, la France, parce que tout ce qui se passe au Tchad, la France a la main dedans. En l'occurrence, la France, pour vraiment redresser le bar. Donc, il n'a qu'à prendre son bâton de pèlerinage pour rassurer les uns et les autres, pour rencontrer, et même les mouvements rebelles, les rencontrer. Faire le reste, il ne faut pas qu'il se presse pour appeler un dialogue qui va capoter après. Il faut qu'il regroupe toutes les forces. Parce que les forces, là, ce n'est pas en masse, c'est la représentativité qui est importante. Parce que chaque mouvement dit, mon représentant, tu envoies ton représentant, c'est déjà bien. Et maintenant, ils vont discuter sur tout. Il n'y a pas de tabou. Comment on libère les prisonniers, comment on va faire la démocratie, comment les exilés vont rentrer, parce que ce sont des exilés, hein, quoi qu'on dise. Comment on va aller vers les élections prochaines. Et lui ne doit pas être candidat. Ça là, il doit être exclu, il doit retourner dans les rangs et laisser le peuple tchadien, encore une fois, d'une façon historique, choisir son nouveau leader, son nouveau président, d'une façon démocratique. Ok? Et là, vraiment, le Tchad serait insufflé de nouveaux vents. Et nous, en tant que panafricains, nous aurons de l'espoir. Parce qu'il va inspirer la RDC qui est là-bas, là. Il va inspirer les Congolais qui font 30 ans de pouvoir. Il va inspirer beaucoup de pays qui s'appellent des pays démocratiques, alors qu'ils sont plus dictatoriaux que les régimes militaires. Voilà. Alors, il a aussi parlé de relancer l'accord quadripartite de 2018 qui englobe donc la Libye, le Niger, le Tchad et donc le Soudan. C'est un besoin pressant, important, selon vous? Oui, parce que dans cet accord, lui, il trouve ses intérêts. La protection pour son pays. Voilà, pour son pays. C'est normal de réaliser cet accord, mais cet accord n'empêche pas que les mercenaires rentrent. Cet accord permet simplement pour assurer cette stabilité au niveau des frontières. La sécurité frontalière, c'est très important. Il faut vraiment activer cet accord. Mais au-delà de ça, nous parlons des mercenaires qui sont des Tchadiens qui doivent rentrer chez eux. Et ce qu'il faut retenir, ces mercenaires, à l'entame, ne s'étaient pas engagés dans une lutte contre le régime tchadien. Ils sont allés combattre en Libye, aux côtés du marchand Haftar. Et là, quand c'est fini, ils rentrent chez eux. Donc, on dit, a priori, ils n'étaient pas contre le pouvoir. Maintenant, c'est le refus qu'ils rentrent chez eux qui va poser réellement un gros problème. Parce que les gens ont envie de rentrer chez eux. La Libye ne peut pas les contenir. Ils vont faire quoi? Ils seront obligés de reprendre les armes pour pouvoir rentrer chez eux, pour contraindre le régime à les faire venir chez eux. Et c'est là où il doit être totalement échoué s'il tient à faire ça. Donc moi, je pense que les présidents de ces régions doivent se réunir pour définir une politique commune par rapport à ces mercenaires, comment il faut faire, que chacun garde ceux qui sont de leur nationalité, ceux qui appartiennent à leur nationalité, et la question serait totalement réglée. Maintenant, vous voyez, ce jeune Kaka, je ne sais pas ce qu'il a en tête, et ça va poser un gros problème à la famille Idriss Déby. La famille n'est pas encore prête à quitter le pouvoir, à laisser la gestion du pouvoir. Donc je ne suis pas sûr si réellement, si lui en tant qu'Idriss n'est pas candidat, quelqu'un d'autre de la famille sera candidat. Et les Tchadiens en ont marre, ils n'en veulent plus, ils n'ont plus confiance. C'est ça le problème. Les Tchadiens n'ont plus confiance. Ils veulent avoir une autre méthode, une autre vision de la gestion d'État au Tchad. Et c'est ça le véritable problème. Parce que malgré le pouvoir très dur de Idriss Déby, le père, il y a quand même, on a vu beaucoup de manifestations à l'intérieur du Tchad. C'est-à-dire que ces gens-là sont prêts à aller vers la liberté, vers la démocratie. Et qu'aujourd'hui, Idriss Déby, Kaka, voudra être candidat
pour les élections à venir, ce sera très difficile. Ça ne favorise pas à la stabilité, à la paix. Pas du tout. Parce qu'il y a des querelles à l'intérieur de la famille. Il y a des querelles au niveau de certains rebelles qui ne veulent plus voir cette famille dirigée après 30 ans d'échec. Parce que la situation économique au Tchad est catastrophique. Délétère. Totalement, c'est lamentable. Il n'a rien réussi sur le plan. Le pétrole est sapé, plus rien, pratiquement n'existe plus grand-chose. Donc le Tchad a besoin de remodeler, de remettre en place son agriculture, une nouvelle politique économique et de se baser sur la région et non tout le temps d'attendre la France, parce qu'avec plus de 60 ans de présence française, de mainmise française, c'est l'échec total, on le constate aujourd'hui. La preuve, vous avez vu, malgré le désaccord, enfin, sournois, je vais dire, non avoué de la France, il était obligé de rapatrier 600, enfin, de diminuer le nombre de la présence des militaires tchadiens au niveau du G5, parce qu'il veut les repositionner par rapport, et c'est ce qu'on ne nous dit pas, c'est par rapport à ces mercenaires-là qu'il veut encore reconstruire son armée qui est très divisée. L'armée est divisée et le Tchad n'a pas aujourd'hui les moyens financiers pour consolider cette armée, pour remettre une armée professionnelle en place. Et c'est ça étant le problème. Donc je pense que si Kaka veut réussir la transition, il est tenu de tenir compte des vraies aspirations du peuple tchadien. Il faut écouter tout le monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, il a bien fait de mettre en place l'ancien président Goukouni Ouédé qui connaît le peuple tchadien, qui sait ce qu'il faut. Il n'a qu'à le laisser gérer, aller vers les gens, négocier et voir et lui donner une feuille de route, comment inclure tout le monde pour qu'il n'y ait plus de mécontentement, qu'il n'y ait plus de frustration, qui puisse amener demain à prendre les armes. Parce que ce sont ces frustrations accumulées qui ont conduit à ces nombreuses rébellions que le Tchad a connues, que le père a connues. Et s'il n'était pas à la présence française, je crois qu'il serait parti depuis. Donc il était maintenu par les armes. Il ne faudrait pas que cela continue dans un Tchad qui est au milieu d'une situation géopolitique très compliquée aujourd'hui. On avait insisté. Non, moi, c'est la position du fils Itno qui pose un problème. Sa position là, il ne doit pas être candidat. Mais s'il y a dans la famille, le parti du père met un autre candidat qui soit le fils, moi ça ne me gênerait pas. Tu sais ce qui me gênerait? C'est que si les instruments électoraux, le processus démocratique n'est pas transparent, c'est ça où se trouve le problème. Moi, dans un pays démocratique, si on laisse le peuple s'exprimer, il n'y a pas de contrainte, que les gens s'inscrivent d'une façon libre et que l'élection soit libre, démocratique, transparente, de sorte que quand celui qui va gagner, il n'y aura pas de contestation, mais celui qui veut n'a qu'à être candidat et laisser le peuple le choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps dire on laisse le peuple le choix et on restreint les candidatures. Ça aussi, c'est une dictature. Ce que moi je n'aime pas, c'est de restreindre les candidatures, la démocratie, pour faire élire un clan ou une personne, au détriment du suffrage du peuple. Mais si le peuple choisit parmi le coq, la poule ou le chien, il choisit un, mais il faut lui laisser faire ses erreurs, assumer ses responsabilités. Mais alors moi c'est dans ce contexte-là dont je parle. Et ça, le rôle fondamental du dialogue politique est à appeler. Parce que le président Goukouni Ouédé, le problème fondamental du Tchad, les causes fondamentales du Tchad, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance politique et la gouvernance économique. Si la gouvernance politique n'est pas transparente, ils doivent, à l'issue de ce dialogue-là, engager les bases d'un consensus autour de la Constitution, autour du code électoral, autour de tous les instruments électoraux, pour qu'il y ait un consensus autour. Quand ils vont aller aux élections, vraiment, il n'y a pas de contrainte. Si on donne les résultats, tout le monde dit, ah, voilà, on se félicite pour avoir un Tchad nouveau. Mais dans ce contexte-là, celui qui veut n'a qu'à être candidat, sauf celui qui est au pouvoir là. Parce que la précision est importante. Si les élections sont transparentes. Non, il a une longueur d'avance. Non. On ne peut pas être jugé parti. Il est dans la transition.
Même au Mali, ceux qui sont dans la transition ne seront pas candidats aux élections prochaines. Ce n'est pas encore gagné d'avance. Non, si, c'est dans les accords. C'est écrit blanc, noir. Oui, mais d'ici la fin de la transition, on peut faire rebelote, prolonger la transition, revoir des accords. Il faut faire comme Toumani Touré, partir d'abord et puis revenir. C'est ce qui est sûr. Mais au Mali, là, le peuple que je vois là ne va pas accepter ça. Quelle que soit la position. Parce que moi, je pense que le peuple a donné le cap. Les gouvernants qui vont venir là, ils sont obligés d'aller vers ce cap-là. La révolution populaire, la révolution mentale dans un pays, ça change toutes les dynamiques. Tu sais, quand les gens sont en train de mentir, de tromper, c'est le peuple. Hein. Le mensonge qu'ils font ici, là, est-ce qu'ils peuvent faire ça au peuple français? Le lendemain, tu vas sortir du pouvoir. Donc, le problème est que le peuple a atteint une maturité de telle sorte qu'il est très difficile aujourd'hui de tromper. À moins que tu prennes les armes, tu prennes la police, la gendarmerie, pour que toi, on te protège et qu'on mate les populations. Mais c'est ce que j'ai fait, monsieur. Et là aussi, ça ne dure pas. Non, je ne parle pas le cas du Tchad, parce que le Tchad est en train de sortir. Le Tchad n'est pas un pays démocratique. Le Tchad est dans la voie d'aller vers la démocratie. Le Tchad n'est pas encore dans la voie de la démocratie. Alors nous, nos pays-là, nous avons expérimenté les pseudo-démocraties. Actuellement, jusque le peuple s'est éveillé chez nous. Alors celui qui va aller à l'encontre de l'éveil, de cette révolution mentale-là, c'est que c'est à tes risques et périls. C'est pourquoi je demande à ce que ce monsieur-là ne soit pas candidat, qu'on apprécie son patriotisme, n'est-ce pas, qu'il se remémore de l'histoire. Ah, mon papa a été ici pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Je vais rectifier. Moi, je serai là pour rectifier, de sorte que donner, n'est-ce pas, un élan au peuple tchadien pour que le peuple tchadien vraiment se libère et qu'il n'y ait plus de rébellion. Dire rébellion, voilà, on a tué. Non. Que le peuple ne soit pas identifié comme un pays de rébellion, quand même. Qu'on arrête ça, quoi. C'est mon point de vue par rapport à tout ça. Dernière question, pourquoi pas, par rapport au président Kaka, on a l'impression qu'il y a quand même quelques chefs d'État du continent qui sont au chevet, qui, pourquoi pas, jouent des intermédiaires avec certains groupes rebelles pour ramener la paix, ou pourquoi pas ramener toutes les parties autour de la table de négociation. Selon vous, pourquoi donc ces pays-là ou ces chefs d'État-là s'impliquent dans la situation? Oui, parce que c'est simple, vous connaissez le parrain divin de Kaka, c'est Macron. Bon, Macron est là, Macron a demandé, le président Faure le fait assez déjà, donc pour comme d'autres aussi, donc c'est tout. Comme Bazoum, vous voyez, ces gens-là, c'est des pions français, on le sait, donc c'est normal. Et c'est ça, moi je pense que tant que la famille Déby serait là, la rébellion ne cessera jamais. Parce qu'au sein même de la famille Déby, la plupart des rébellions, il y a les 80% des rébellions que le Tchad a connues sous Itno, qui sont issus de la famille Idriss Déby. C'est ça le problème. Du clan ou de la famille? Du clan. Je veux dire, vous voyez, du clan. Et donc, c'est ça, ça pose un réel problème. Donc si aujourd'hui, après 30 ans, il n'arrive pas à établir une certaine justice. Une certaine justice et de bon sens pour dire, nous avons géré pendant 30 ans ça de ce que ça a donné. Il faut donc vraiment du patriotisme, vraiment de l'amour pour la nation pour dire, parce que si ce Kaka n'est pas candidat et que son frère est candidat, c'est la même chose. Même si les élections étaient, entre guillemets, transparentes, les gens vont douter. Si lui gagne, parce qu'il va gagner. Il ne peut pas être candidat pour ne pas gagner. Il fera tout pour qu'il gagne. Parce que c'est son frère, c'est son jeune frère. Donc le problème va se poser, les gens seront toujours frustrés et ça n'augure pas une paix durable pour le Tchad. Donc je pense, de toutes les manières, il a intérêt, avec ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, à aller vers un dialogue véritablement inclusif. Lamine Cissé, mot de fin? Bon, mot de fin, je crois que c'est vraiment prometteur, hein? Tout ce que je vois sur le terrain. Par ailleurs, on a deux piliers principaux qui ne sont pas de ce monde-là, qui pouvaient constituer des obstacles. Mais aujourd'hui, je crois que si Goukouni Wede est à la tête d'un comité de dialogue, ce qui veut dire que la volonté y est,
Et nous prions Dieu que cela soit traduit par des résultats probants pour l'Afrique. Voilà, vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette émission qui était donc consacrée à l'actualité au Tchad et dans la sous-région. Merci, à bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.